Il est dramaturge, scénariste, réalisateur. Il dirige une compagnie de théâtre pour laquelle il écrit et met en scène les spectacles. Il passe à la réalisation en 1993 avec La Nage indienne. On peut citer également dans sa filmographie La Conquête en 2011. Et plus que ses bagages, ce sont ses caméras qu'il a posées à Brest, puisque pratiquement un an, jour pour jour, c'était le 12 novembre 2014, il venait présenter en compagnie de Bernard Lecoq Rouge Sang, un téléfilm tourné ici à Brest pour France 2 et qui a réuni près de 5 millions de téléspectateurs. On souhaite bien entendu le même succès à Rappelle-toi. Merci d'accueillir le réalisateur Xavier Duringer. Xavier Duringer qui était d'ailleurs hier à Brest pour une signature de son roman Sfumato. Merci Xavier. Pardon. Artiste complète puisqu'elle a d'abord débuté sa carrière comme chanteuse, meneuse de revue au Casino de Paris, également présentatrice et productrice d'émissions de télévision. Elle débute ensuite une carrière au théâtre, on peut citer Folle Amanda, Les Fugueuses avec Muriel Robin. Plus récemment, elle était Maud au Théâtre Antoine dans la pièce Harold et Maud. Une carrière très riche également au cinéma avec Ripou contre Ripou, Belle Maman, La Maison du Bonheur et Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone qu'elle connaît bien. Elle est ce soir à Brest pour nous parler de Mado, son personnage dans Rappelle-toi, téléfilm que vous pourrez voir sur France 3 très prochainement et que vous allez découvrir dans un instant sur cet écran. Merci d'accueillir très chaleureusement Mademoiselle Lynn Renaud. Bonsoir Lynn. Bonsoir. Mais que c'est bon de vous retrouver. J'ai l'impression de revenir en famille. Je vous assure, on a passé presque 2 mois ici et c'était extraordinaire. De tous les tournages que j'ai pu faire, c'est d'ici que je remporte de meilleurs souvenirs. Vous étiez à nos côtés. Vous nous disiez dans la rue pratiquement des mots d'amour. C'était merveilleux. Et de rencontrer, par exemple, d'un seul coup, Yvette, je crois, devant la petite église qui était bleue. Yvette, qui venait de fêter ce jour-là ses 97 ans et qui voulait faire un selfie. Et puis, juste à côté d'Yvette, une petite fille de 10-12 ans, Marie, et qui m'avait laissé à côté du tronc à l'église. Gerline, je vous ai attendu, je dois partir, mais je vous aime beaucoup. Donc, avec l'aide du prêtre, j'ai retrouvé Marie qui est venue m'embrasser. C'était formidable de voir 97 ans et 10 ans. Je pense que si ma maman voyait ce film, je pense qu'elle serait fière. Merci Xavier. Merci beaucoup. Merci Dominique Catige. Alors effectivement, beaucoup d'émotions pour ce film. Ça a été, pour un personnage comme ça, Lynn, est-ce que ça a été une évidence d'interpréter ce rôle? Puisque je le disais, vous avez une carrière artistique impressionnante, mais vous êtes aussi une femme de combat, notamment sur des associations. De ce film-là, avec un rôle comme ça, c'était vraiment quelque chose d'évident? Oui, je sentais aussi d'avoir vécu petite fille complètement dans cette atmosphère. J'étais trop jeune pour être résistante, mais j'avais autour de moi la résistance. Nous habitions juste en face de la commandanture et souvent je pensais, pendant que je tournais, les scènes me revenaient. Donc on habitait en face de la commandanture et ma maman partait tous les jours avec sa bicyclette. Elle allait travailler et elle partait avec sur le porte-bagages de la toile, parce qu'elle travaillait dans une usine de toile comme dans le Nord. Et
avec de la corde et tout ça. Et pendant tous les jours, quand elle partait, les Allemands de la commandanture venaient regarder ce qu'il y avait sur ce porte-bagages. Elle a fait ça pendant des mois, jusqu'au jour où les Allemands ne regardaient plus le porte-bagages. Et c'est à ce moment-là où j'ai appris, bien plus tard, le nom de ma maman dans la résistance, c'était Clairette. Et elle transportait des vêtements civils pour les soldats anglais qui avaient été parachutés pendant la nuit. Donc je ne savais pas que ma mère faisait de la résistance, mais tout autour de nous, je savais qu'Adèle en faisait, mais je ne savais pas ma mère. Et c'est quand j'ai écrit le premier livre, Les brumes d'où je viens, en cherchant des photos de l'enfance dans une boîte, je trouve comme une petite carte d'identité, et je vois Clairette. Je dis maman, avec le tampon, c'était la boîte du Nord. Elle était dans un secteur, le secteur de Charles de Gaulle. Et donc, je lui dis, mais comment ça se fait que tu ne me l'as jamais dit? Je ne dis pas aux enfants, ça ne se dit pas. Et je n'avais pas l'impression, me dit-elle, que je faisais grand-chose. Elle n'avait pas l'impression, mais elle était prise, elle pouvait se faire tuer, comme tous les résistants ici. Vous connaissez cette histoire par cœur, l'ombre, les femmes et les hommes de l'ombre, voilà. Donc je crois que ce film, tout le long, guidé par toi, en plus, j'y étais, voilà. J'étais dans ce secteur, voilà, dans cette pensée, dans ce souvenir. Merci. Xavier, vous avez vu le film évidemment plusieurs fois, mais sur grand écran, quelle émotion ça représente? Alors, c'est très dur, je peux vous dire. C'est très difficile de se voir, très difficile. Bon, alors c'est là où je vois que les années ont passé. Et puis, finalement, toutes ces rides, je les ai bien méritées. Et je trouve que ça va très bien les rides. Je ne passerai pas par la chirurgie esthétique, surtout pas. La vérité. Je crois qu'il faut, et c'est très rare dans le paysage audiovisuel, il faut saluer la performance d'actrice de Line, qui a accepté pratiquement à certains moments d'être maquillée, mais à d'autres moments d'être, quand elle rentre en prison, d'être, pas du tout maquillée, et d'avoir accepté aussi cette mise à nu totale, qui est très rare chez les acteurs, je parle des acteurs et les actrices. C'est très très rare, et ce qu'elle vient de faire, pour moi en tout cas, c'est une énorme performance d'actrice. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a accepté de rentrer véritablement, d'être elle-même dans la peau de ce personnage, qui l'a rencontré, qui l'a incarné d'une façon extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, l'image, elle est un petit peu, parce que c'est encore de la... C'était un DVD qu'on a mis, donc l'image est forcément sur un grand écran un petit peu déformé parfois, et un petit peu... Mais il y a énormément de plans séquences. C'est-à-dire qu'il y a énormément où Line jouait pendant 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, jouait des scènes entières dans des longueurs absolument incroyables. Et ça, c'est une performance qu'elle a fait avec une justesse où il n'y a pas de, il n'y a pas de mimique, il n'y a pas d'esbrouf. Et elle vient de faire une performance qui, pour moi, est une performance pratiquement melvillienne. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, elle incarne, elle va droit. Et le nombre de couleurs, c'est-à-dire que moi, elle me fait rire, elle m'émeut, elle me fait poser des questions. J'étais bouleversé. Et même connaissant le film, je l'ai écrit, je l'ai réalisé, je l'ai monté. Donc j'ai assisté à toutes les étapes, encore et toujours. Elle arrive à me choper au coin du bois, elle arrive toujours à m'attraper. Donc je trouve que c'est une grande performance d'actrice qu'elle a fait. C'est un téléfilm, mais avant d'être un téléfilm, c'est un film. On a fait un très très beau film. Et je voulais dire que même la fin, quand j'écoute ce film, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde en général. Quand on parle de la liberté, de ceux qui sont prêts, je veux dire que moi on a tous, soit toute l'équipe, et on a tous une pensée émue pour ceux qui sont partis, pour ceux qui se battent encore dans les hôpitaux, pour ceux qui
les médecins, pour les policiers, pour tous ceux qui sont battus, pour les familles qui sont en deuil aujourd'hui, pour cette peur qu'on a tous. Et on sent qu'à Paris, on arrive de Paris, on y retourne demain, il y a une forme de paranoïa absolument terrible. Les gens sont véritablement choqués. Et je pense qu'on a fait un film qui parle de la liberté et qui pose aussi dans les composantes, parce qu'on sait très bien, et c'est pour ça que je trouve que le film, dans la dernière partie au tribunal, pose aussi la question du pardon, de devoir tuer ou pas tuer. Elle pose toutes ces questions à la fin. Et que voilà, quelles sont aujourd'hui nos nouvelles utopies, notre façon d'envisager la société demain. Et on sent, parce que c'est pas seulement, c'est tous les extrémistes, que ce soit la radicalisation, j'allais dire au niveau de la religion, mais que ce soit aussi le radicalisme de l'extrême droite et du fascisme qui revient. Tous ces gens qui étaient dans le film ont lutté pour une chose, c'est lutter contre le fascisme. Et aujourd'hui, on n'entend pas suffisamment parler de la culture, parce qu'il n'y a que la culture, en tout cas c'est un fer de lance la culture, pour lutter contre toutes les formes de radicalisation et d'extrémisme religieux. Et moi, en pensant, mais vraiment, je pense aujourd'hui, alors là c'est une petite pensée un peu personnelle, je pense à tous ces amis communistes que je connaissais. J'ai grandi en banlieue parisienne, et je sais qu'aujourd'hui 35% des anciens communistes sont prêts à voter le Front National. Et j'ai fait ce film en me disant, j'espère qu'ils vont voir ce film, qu'ils vont entendre le chant des partisans, et de reprendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas avoir été là et se retrouver là, même 40 ans après, c'est impossible. Il n'y a qu'un seul combat, c'est la liberté de penser, voilà, et c'est l'humanisme. Voilà ce que je voulais dire. C'est très émouvant parce que moi j'ai vu le film sur les DVD, sur les ordinateurs. Je n'avais pas vu sur grand écran, et c'est vrai que le film est très imposant, et surtout ce que j'ai aimé dans le film, c'est la décence. C'est un film avec beaucoup de décence, beaucoup de dignité. Moi qui connais Lynn depuis ses débuts, on ne sait plus à quel âge on a commencé l'un et l'autre. Donc en tout cas, je connais vraiment ses débuts de sa seconde carrière professionnelle d'actrice. Je n'ai pas connu bien sûr la Madelon et tout ça, mais j'ai jamais vu Lynn comme ça. Franchement, entre ce qu'elle fait, je veux dire, c'est une grande, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, quand elle est au bord de l'os, voilà, elle est à l'os, comme on dit. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Quand on est une bonne actrice et qu'on tourne beaucoup, quelquefois, on prend des habitudes. Et j'ai l'impression que là, Xavier, il lui a enlevé ses habitudes. Et je trouve que c'est incroyable ce qu'elle fait. Et franchement, je trouve ça super touchant. C'est très difficile, les scènes dans le... J'ai l'impression que j'écoute le film aussi. Hein. Quand on le voit, comme je vous dis, au montage, et les scènes toutes les scènes dans les tribunaux, il n'y a rien de pire que les scènes de tribunal. On a l'impression d'être dans les films des années 50. Bien que l'Hermine se passe dans un tribunal, et ça marche très fort, et ça paraît-il très bien. Et là, je trouve que c'est vraiment bien filmé. J'adore la relation avec le jeune Taxi, qui est extraordinaire. Et donc voilà, donc je trouve que le scénario était sincère, était précis, était simple. Je pense que le film est 100 000 coups d'au-dessus. Si j'avais eu l'âge, pas beaucoup près, à 5 ans près, pendant la guerre, j'avais 12 ans. Donc, s'appelait Mimi dans la Résistance. Et cette femme s'appelait Mimi. Mais si j'avais eu le même âge, à 5 ans près, je sais que j'aurais été dans la Résistance. Moi aussi, je le sais. C'est dans la nature. Je suis très
très bleu-blanc rouge. Je suis bleu-blanc rouge. Non mais ce qu'il y a, c'est que la résistance aujourd'hui, la résistance, elle peut s'appliquer sur des détails de notre vie quotidienne. Pas accepter le racisme, la xénophobie, ne pas accepter d'entendre des propos, j'allais dire, antisémites, xénophobes, ne pas être homophobe, ne pas accepter en fait toutes ces choses-là. Et même quand on est avec des amis à table, quand on entend en fait, ou de dire ouais les musulmans c'est comme ça, les juifs c'est comme ça, ou les noirs c'est comme ça, ne pas accepter le feu qui sort de la bouche. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui d'avoir des prises de position claires dans la société. Et que nos formes de résistance, c'est tous les jours, sur des petits détails insignifiants. C'est la façon dont on peut élever nos enfants. C'est le rapport entre un professeur et ses élèves. C'est le rapport entre le politique et le citoyen. C'est toutes ces choses-là mis bout à bout. C'est ça la résistance. Parce qu'on peut beaucoup plus, en fait, qu'on ne le croit. Et c'est pas seulement d'avoir un acte de résistance, j'allais dire, il y a des combats à tous les endroits de la société, dans tous les métiers. Et c'est cette chose-là qu'on doit arriver, c'est cette résistance-là, chacun doit apporter sa petite pierre. Et puis après, on ne sait pas ce qui va se passer dans 4 ans, dans 5 ans, et de ce qu'on va devenir. On est aujourd'hui au bord, en tout cas, je ne sais pas ici si vous ressentez, mais au bord d'un grand chaos, pas seulement sur les histoires de bombes et de gens qui mitraillent et tout ça. La société elle-même est complètement divisée. La parole se durcit, la parole se droitise d'une façon absolument terrifiante, et à partir de là, on sent que tout le monde reste figé sur ses positions et qu'on n'arrive plus du tout à trouver une unité. La seule unité, c'est quand on est dans le drame. Mais au-delà du drame, on est incapable de trouver l'unité de notre société et d'avoir une vision d'avenir pour nos enfants. Je trouve que c'est terrifiant. Voilà. Donc la résistance, c'est pas seulement 39-45, la résistance, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. De fort dans le film, c'est comment les hommes respectables, quand tu parles de Touvier ou de Bousquet, quand même Bousquet, c'est notre Kardec assez Bousquet quand même. C'est incroyable comment ce type, moi je suis assez fasciné, comment ce type a été reconnu, et après être à la table de François Mitterrand et tout ça, alors qu'on savait très bien qu'il avait été une horreur et qu'il a envoyé quand même les Juifs dans les camps de concentration. Et c'est vrai que ça, fallait être délicat pour ça. Et ce Kardec, pendant toute la moitié du film, pense qu'elle était amoureuse de lui. C'est ça qui est bien aussi. On pense qu'elle va retrouver son ancien amour. Et qu'en fin de compte, tu vois, ça, c'est très fort. Moi, c'est moi qui vais vous poser une question. Elle est importante. Parce que, comme évidemment j'ai tourné le film, je connais l'histoire. Et l'histoire est celle que tu viens de dire, on doit croire. Qu'elle retrouve un homme qu'elle a aimé. Oui. Son mari vient de mourir et elle annonce à sa petite fille, je pars en Bretagne, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retrouver un homme. Bon, on est supposé continuer un bout du film comme ça, en se disant, elle va chercher un amoureux. Ensuite, en plus, quand elle le suit, qu'il va manger au cercle naval, elle se fait faire les ongles, toutes les nouveautés, tout ça. Est-ce qu'à un moment, est-ce que vous pensiez que j'allais retrouver un amoureux ou jamais? Oui. Ah, vous pensiez que j'allais retrouver un amoureux? Oui. Eh bien alors, on a atteint notre but. C'est vrai que cette séquence, ça surprend vraiment. Alors, vous pouvez échanger également avec Dominique, Xavier, Lynn et puis Michel, dont Mélanie et moi avons un micro. Si vous souhaitez poser une question, eh bien levez la main et on vous amène le micro. Oui, ah bah voilà, j'aurais pas loin à aller. Oui, bonsoir. Je te connais, toi. Oui. Je voulais savoir si ce film en fait était inspiré, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et quelle était vraiment la partie romance ou arrangement par rapport à la réalité de la... Oh, le coquin. Disons que je suis parti sur une histoire véritable. On m'a raconté l'histoire d'une femme résistante qui un jour
sur son lit de mort, a écrit une lettre où elle raconte en fait un fait qui s'est passé. Et cette chose qui était une grande résistante, et qui raconte dans cette lettre. Voilà. Et quand l'histoire m'a été racontée par Jacques Jousseau, c'est une histoire qui m'a bouleversé, parce qu'elle m'a fait voyager. Je n'avais pas envie de reprendre, de faire les choses. Par exemple, le personnage dans la vie est quelqu'un qui n'a pas été marié, alors que moi, bon, elle avait un mari, mais j'ai gardé les choses pendant 50 ans, d'avoir été dans la SNCF, de s'être battu pour les autres, d'être à la CGT, d'être quelqu'un d'engagé. Voilà, j'ai voulu garder les grands traits de caractère de cette femme, et puis de ce côté aussi, un moment d'une vengeance qui va se faire, où finalement on dit voilà, c'est le corps vieillit, mais l'esprit est toujours le même, et qu'il peut s'être passé 50 ans. C'est pas parce que le temps est passé qu'on va oublier en fait la douleur qui nous tenaille. Donc j'ai voulu garder cette chose-là, mais par contre, il n'y a jamais eu de procès, parce que cette femme n'a jamais été... il n'y a jamais eu la justice, maintenant elle n'est plus là, et à son âme, mais j'ai voulu qu'il y ait un procès, moi. J'ai voulu qu'il y ait un procès, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce procès, je pouvais mettre les grandes composantes, en fait, d'attaque et de défense, de parler justement de la notion du pardon, de parler justement de ci et de ça. Et ça me permettait, avec ce procès, de pouvoir parler aussi de l'histoire et de ce qui s'est passé aussi dans cette ville, et de parler de l'histoire de la résistance. Et il n'y aurait pas eu procès, donc tout ça, ça a été rajouté, il n'y aurait pas eu procès, je n'aurais pas pu parler, finalement, de ce rapport à l'histoire, de cette zone d'ombre, de ce qui s'est passé ici et ailleurs. Donc voilà, je suis parti en fait sur un matériau, j'allais dire, réel, sur une histoire intime que connaissent certains résistants encore présents dans cette salle ce soir. Et j'allais dire qu'ils nous ont fait un cadeau extraordinaire, c'est-à-dire que pendant la figuration, c'est difficile au tribunal. Rester 8 heures par jour, 9 heures par jour, assis sur des bancs de bois, c'est difficile. Et on a eu la chance d'avoir M. Papron et 4 ou 5 de ses autres camarades qui ont voulu rester pendant 3 jours sur ces bancs pour être là, pour chanter le chant des partisans, pour être là, pour être présents. Et ça, c'est un grand cadeau, un grand cadeau, et c'est un bouleversement, voilà, parce que c'est ce rappel. Il y a des gens ici qui sont peut-être du 3e âge, mais il y a aussi des jeunes qui sont là, que j'ai croisés, et c'est important de ce rapport à l'histoire, de connaître ce qui s'est passé dans cette ville, et certains, je suis sûr, vont être complètement étonnés, même je suis sûr qu'il y a des enfants qui n'ont même pas vu les images. Alors là, les images de Brest détruites, elles sont parce que là c'est sur grand écran, mais à la télévision, elles sont d'une netteté, voilà, c'est le grand écran défait un peu ces images de vidéo. Merci. J'ai oublié d'emporter le chèque des 10%. Et de revoir aussi Je vous dois l'histoire 10%, monsieur. de Brest, revoir. J'ai pas compris. Monsieur, 10%. Oui. Monsieur, 10%. Oui. Je vous dois 10%, pour vous cacher. Je ne suis pas. Je dois 10% de son cachet. Non, mais 10% donnez-les à une association. Voilà. En tout cas, vous êtes très présent et c'est vrai quand vous touchez le drapeau, c'est vraiment très émouvant. Hein. Moi, je voulais vous poser une question, à savoir comment vous avez réussi à saisir justement cette histoire de Brest, où on sent que les ruines ont tout recouvert. Et justement, j'étais très sensible moi, à ce rapport de l'île se promenant dans cette ville reconstruite, tout en sachant que quelque chose est caché. Et je voulais savoir comment vous avez aussi bien perçu, parce que vous n'êtes pas brestois. Non, mais c'est la première fois que je suis venu, enfin c'est une ville qui est au début, les 3-4 premiers jours, on est là pour la première fois, on a du mal, et c'est une ville en fait qui se laisse pas apprivoiser toute seule. Moi j'aime beaucoup cette phrase qui était dans le premier film, Brest est la seule ville au monde où être heureux rend triste. Voilà.
je trouve que c'est une chose magnifique, parce que c'est ça, c'est qu'il y a toujours la mélancolie, on est sur le passé, on est sur les constructions, et en même temps, c'est ce que je dis dans le film, c'est une ville dynamique, jeune. Juste j'ai traîné. J'adore, enfin je dis j'adore, c'est pas à moi de le dire, mais si j'adore parce que c'est l'hymne que j'adore, quand elle est là et qu'elle est sur la place de Strasbourg, et qu'elle se balade comme ça, et qu'on a un blues, c'est un groupe brestois, le blues qui l'accompagne, en plus c'est un groupe d'ici, et c'est le garçon qui jouait David dans le film, c'est son groupe. Et Bazar. Comment ? Électrique Bazar. Electric Bazar, et c'est magnifique cet endroit comme ça où elle se balade et où le nom des rues a changé, où plus rien ne ressemble. Et voilà, c'était juste, il y avait besoin juste de lui dire, voilà, tu marches de là à là, tu regardes et tu ressens, et elle ressentait, et j'avais l'impression d'avoir une brestoise, moi. J'avais pas une ch'ti, hein, j'ai complètement oublié que c'est une ch'ti qui mange du camembert chaud et tout ça, et des frites. Parce que c'est ça la réalité, c'est que c'est une... J'étais devenue brestoise. Voilà. Et il suffit de la mettre comme ça, et puis de la filmer et de l'emmener comme ça dans cette mélancolie. Et c'est vrai que j'ai envie de revenir ici, quoi. Voilà, il y a quelque chose. Généralement, les réalisateurs, on va tourner là, on prend un petit peu là et tout ça. Moi, j'ai vraiment, quand je parle d'un coup de cœur, c'est la première fois, et puis que moi qui suis absolument pas breton, ni de près ni de loin, j'allais dire, c'est 2 films que je fais de suite ici. J'ai vraiment un coup de cœur avec cette ville, avec cette région, avec surtout, on aime une ville parce qu'on aime les gens. Hein. Et les gens, c'est tout. Hein. tellement chaleureux. Peut-être encore une question dans la salle ? Jacques est où, Jacques? Qui était Jacques? Jacques, Il est là. Il est le neveu de cette femme. Voilà. Il a maintenant, je voudrais qu'il vous le dise, il était sur le film. Donc, il travaillait sur le film. Il était régisseur. Oui, je sais. Elle s'appelle Yvonne, je sais. Mais Jacques, alors là, vraiment, je fondais. Un jour, il vient, il me dit, elle serait vraiment contente, Yvonne, que ce soit toi qui la représente, qui l'incarne un peu. Parce que, dis-le toi-même. Pas les marches au micro, là, oui. C'est assez impressionnant de se retrouver avec Lynn Renaud. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais j'ai l'impression d'être à Las Vegas. C'est déjà formidable. Et puis, pardon, moi je n'ai pas l'habitude. Voilà. Tout simplement, moi je voulais, parce que moi aussi, là, j'ai participé au film, bien évidemment, et de le voir là ce soir, c'est quand même impressionnant. Et puis de voir vraiment, enfin nous on est dans le milieu, on a tendance à voir beaucoup de choses, mais voir Lynn Renaud jouer ce rôle-là, d'autant plus que ça m'est vraiment proche. J'ai eu les larmes aux yeux, je ne le cache pas. Je les ai encore parce que le film me touche et j'espère qu'il vous a touché. Quoi. Et je voulais juste dire. C'était ta tante. C'était ma tante, ouais. Ma tante, ce qu'on appelait Tante Yvonne. Et je voulais donner les vrais prénoms parce que dans le film, il n'y a pas les vrais prénoms. Donc elle s'appelait Yvonne et son frère Joseph. Il a oublié de dire quelque chose. Tu as oublié de dire qu'Yvonne avait tous mes disques. Je connais pas bien mon texte, c'est pas répété. Tout simplement, oui, elle avait énormément de disques de Lynn. Et je pense que, je ne sais pas si elle nous voit, j'en sais rien du tout. Bien sûr qu'elle nous voit, ou elle nous entend. Et tout simplement, elle serait fière d'avoir été interprétée par Lynn Renaud. Merci à tous. On peut encore saluer. Merci d'être venu. Et nombreux pour vous. Merci beaucoup Lynn Renaud, Xavier Boulanger, Michel et Dominique. Un grand merci. Et Xavier, on vous donne rendez-vous pour un 3e.